Le silence stérile de l'unité de soins intensifs du Memorial Hospital vola en éclats lorsqu'une masse de 50 livres de berger allemand bondit soudain dans l'embrasure de la porte. Un éclair de fourrure fauve et noire percuta le docteur Reynolds, projetant sa seringue à l'autre bout de la pièce. Les halos cliniques des néons, le bourdonnement constant des machines et l'odeur omniprésente d'antiseptiques créaient un contraste saisissant avec la violence et l'urgence de la scène. « Sortez-moi cet animal » hurla le médecin trébuchant alors que les crocs du chien s'agrippaient à la manche de sa blouse, l'attirant avec une détermination quasi désespérée. 3 infirmiers se précipitèrent aussitôt, mais s'immobilisèrent en entendant le grondement guttural du chien. Ce n'était pas de l'agressivité aveugle, mais une sorte de protestation viscérale, un avertissement urgent. Tétanisée contre le mur, l'infirmière Patricia Wilson serrait sa tablette contre sa poitrine. Ses yeux affolés se promenaient sur le chien, sur le docteur Reynolds, sur le corps allongé dans le lit, comme si elle peinait à croire qu'une telle situation puisse se produire dans l'hôpital où elle travaillait depuis plus de 10 ans. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, assistant à la scène comme dans un cauchemar éveillé. 2 agents de sécurité surgirent à la porte, les mains flottant au-dessus de leur ceinture, incertains de la marche à suivre pour endiguer cette rupture inédite du protocole hospitalier. Or le chien n'attaquait pas au hasard, il s'interposait visiblement entre l'équipe médicale et le corps inerte de Frank Miller, un patient maintenu artificiellement en vie depuis si longtemps qu'on avait fini par ne plus espérer de miracle. Soudain, un son inattendu rompit le vacarme. Un bip ténu sur le moniteur cardiaque, suivi d'un second, puis d'un troisième de plus en plus net. La mâchoire du docteur Reynolds, encore secouée par l'attaque du chien, se décrocha en voyant les courbes sur l'écran. Après 2 ans de tracé plat, l'activité cérébrale de Frank Miller montrait un léger sursaut de vie. Le regard ambré du berger allemand, chargé d'une étrange prescience, se tourna vers le médecin comme pour dire « Vous voyez, il n'était pas parti ». Dans un éclair de lucidité, le docteur Reynolds réalisa qu'un événement dépassant sa logique venait de se produire. Les années de formation médicale, les statistiques implacables et les protocoles bien huilés semblaient soudain dérisoires devant cette manifestation bouleversante de conscience retrouvée. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire en indiquant de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Frank Miller n'avait pas toujours été ce silencieux jardinier aux mains tannées, occupé autrefois à cultiver des tomates en arrière-cour. Durant 27 années, il fut le principal maître-chien de la police de Riverside, un vétéran imposant aux larges épaules qui portait le poids à la fois d'un badge respecté et de multiples interventions périlleuses. À 56 ans, contraint à une retraite prématurée à cause d'une opération antidrogue ayant mal tourné, lui laissant une claudication irréversible et des cauchemars qui le hantaient nuit après nuit, il dut renoncer à la vie qu'il connaissait. Ses collègues le surnommaient Stone Cold Miller, car il semblait inébranlable même face aux criminels les plus dangereux. Pourtant, ceux qui le connaissaient réellement savaient qu'il avait un cœur d'or, d'une loyauté inflexible envers ses équipiers à 2 comme à 4 pattes. C'est peu avant cette retraite forcée que Wolf était entré dans sa vie. Un berger allemand aux yeux ambrés, très inhabituel, et au caractère réputé trop sensible pour la police. Une sensibilité jugée incompatible avec l'action et la dureté de certains terrains. On s'apprêtait à le renvoyer du programme, mais Frank, remarquant le potentiel de l'animal, s'y opposa vivement. « Donnez-moi 8 semaines avec lui, je vous prouverai que vous vous trompez. » Les résultats dépassèrent les espérances. Wolf devint le chien policier le plus intuitif et le plus précis que le département ait jamais connu. Il semblait repérer les menaces avant même qu'elles ne surgissent. Les autres équipes racontaient déjà des anecdotes sur Frank et Wolf, expliquant qu'ils n'avaient presque pas besoin de signaux vocaux pour se comprendre. Quand l'heure de la retraite arriva, Frank n'eut qu'une seule condition non négociable. « Si je pars, Wolf vient avec moi. Il n'est pas un simple outil du service, c'est un membre de ma famille. » Et de fait, la famille de Frank comprenait aussi Sarah, sa femme depuis 32 ans, institutrice en maternelle dotée d'une patience remarquable. Elle avait traversé les nuits blanches liées à la profession de son mari, le stress permanent de le savoir confronté au danger et supporter ses sautes d'humeur après chaque mission difficile. Leur fils aîné, Michael, devenu avocat d'affaires à Chicago, possédait une ambition à la hauteur de la détermination de Frank, bien qu'il n'appréciât guère la prise de risque.
Leur fille Lisa, plus proche de son père, était garde forestière, prolongeant ainsi ce lien viscéral entre l'homme et la nature. Pour Frank, le retour à une existence sans sirène ni menottes fut brutal. Des décennies d'adrénaline avaient façonné son quotidien. Du jour au lendemain, il se retrouva dans une banlieue tranquille, où personne ne l'attendait à 4h30 du matin pour un briefing ou un départ en patrouille. Pourtant, son corps restait programmé sur cet horaire militaire et c'était Wolf qui lui apportait un semblant de structure. Chaque matin à l'aube, ils parcouraient ensemble le périmètre des 2 acres de terrain autour de la maison. Frank tenant un thermos de café noir entre ses doigts, toujours un peu raide. Wolf attentif à chaque bruit ou mouvement dans les sous-bois. Les voisins finirent par connaître ce duo insolite. Un homme à la chevelure grisonnante, droit comme un militaire, et un berger allemand majestueux marchant d'un pas parfaitement coordonné. « Et ça te manque aussi, tout ça, pas vrai ?» murmurait Frank parfois, la voix chargée de nostalgie. Les oreilles de Wolf s'orientaient vers lui, et ses yeux profonds semblaient répondre « Oui, je me souviens de nos interventions passées. » Sarah, de son côté, avait un peu redouté qu'un chien policier s'acclimate mal à une vie de famille. Elle craignait que Wolf demeure agressif ou méfiant. Or l'animal se révéla d'une douceur extrême avec elle, posant souvent la tête sur ses genoux pendant qu'elle corrigeait ses copies. En quelques semaines, il était devenu un compagnon apaisant pour Sarah, surtout lorsqu'elle voyait Frank lutter contre ses insomnies et ses cauchemars. Le soir, Frank aimait s'asseoir sur le perron. Wolf couchait près de ses pieds. Ils racontaient souvent à mi-voix leurs vieilles affaires, comme à un collègue présent pour le débrief informel de fin de service. Sarah les observait depuis la fenêtre de la cuisine, attendrie de voir son mari trouver une forme de sérénité dans cette confession quotidienne, loin des bleus de travail et des uniformes. Au fond, Wolf est le meilleur thérapeute que le commissariat aurait pu te fournir, plaisantait-elle parfois. 3 ans après la retraite de Frank, des événements météorologiques inexplicables s'abattirent sur la région, en plein mois d'octobre. De violentes tempêtes, presque stationnaires, s'attardaient sur le comté, inondant les terrains et déroutant les météorologues locaux. La 3e tempête tomba un jeudi soir, provoquant un déluge d'une intensité rare. Le vent paraissait mugir au-dessus des toits, pliant les chênes, envoyant branches et débris dans toutes les directions. Vers minuit, alors que la plupart des habitants tentaient de dormir malgré le vacarme, le comportement de Wolf devint étrange. Habituellement imperturbable face au tonnerre, il se mit à errer sans relâche de la chambre à la cuisine. Ses griffes cliquetaient sur le plancher, produisant un son qui ne laissait aucun répit à Frank, brusquement éveillé. En se levant, Frank découvrit Wolf planté devant la porte arrière, le regard fixé sur le jardin noyé sous la pluie battante. Le chien poussa un gémissement sourd, inhabituel chez lui. « Eh mon grand, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Frank, ouvrant légèrement le rideau pour scruter le dehors. À première vue, rien ne semblait en détresse. Mais Wolf insista. Il pressa sa truffe contre la jambe de Frank puis recula, effectuant le même manège comme s'il le suppliait de sortir. Sarah, attirée par la lumière du couloir, apparut en robe de chambre, l'air encore ensommeillé. « Frank, tout va bien ?» Wolf a l'air bizarre, c'est comme s'il voulait me dire qu'il se passe quelque chose, expliqua Frank en caressant machinalement les oreilles du chien. Peut-être qu'il est juste nerveux à cause de la tempête. Pourtant, Wolf refusa de se calmer. Il resta en faction devant les fenêtres, aboyant par intermittence ou gémissant. Ce fut ainsi toute la nuit. Au lever du jour, la tempête se dissipa, révélant plusieurs dégâts majeurs dans la propriété. 2 énormes branches avaient percé le toit de l'atelier, et une bonne portion des tuiles sur la maison principale avait été arrachée. « Je vais monter réparer ça avant que la prochaine averse ne s'y mette », annonça Frank, notant consciencieusement les emplacements endommagés. Wolf suivait Frank à la trace, adoptant une sorte de tension fébrile. Dès que Frank dressa l'échelle contre la façade, le chien commença à tourner autour, couinant et s'agrippant à son pantalon, comme s'il voulait stopper son geste. « Qu'est-ce qui te prend, Wolf ?» fit Frank avec un sourire las, tout en repoussant doucement l'animal. « Il faut bien que je règle ce problème de tuiles, sinon on va avoir des fuites. » Sarah, depuis la cuisine, sirotait un thé tout en observant la scène par la fenêtre, le front plissé. « Frank, c'est peut-être dangereux. Il reste du vent et le sol est gorgé d'eau. Tu pourrais appeler quelqu'un, quitte à payer un supplément. Ce n'est pas la première fois que je grimpe sur un toit, Sarah. J'ai fait pire du temps où j'étais en service. Je suis prudent. » Wolf, sentant que Frank ignorait ses avertissements, se mit à aboyer franchement.
Lorsqu'il vit Frank poser le pied sur les premiers barreaux, il aboya plus fort encore, tentant littéralement de s'interposer. « Wolf, reste !» ordonna Frank, prenant cette intonation impérieuse qu'il avait jadis au commissariat. D'ordinaire, Wolf obéissait instantanément. Mais là, il refusa, continuant de mordiller le bas de pantalon de Frank pour l'empêcher de monter plus haut. Sarah, s'inquiétant plus sérieusement, abandonna sa tasse dans l'évier et sortit. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il semble vraiment vouloir t'empêcher d'y aller. Écoute-le peut-être. Il doit juste être encore nerveux à cause de la tempête, » rétorqua Frank, décidément déterminé. Hélas, quelques instants plus tard, une bourrasque inattendue souffla contre l'échelle. Le sol détrempé ne lui offrait qu'un point d'appui précaire. La base glissa subitement. Frank, cherchant à s'agripper à la gouttière, ne trouva qu'un métal fragilisé qui céda sous son poids. Il bascula dans le vide, chutant d'au moins 4 bons mètres, s'écrasant dans un craquement sourd sur la pelouse inondée. Le hurlement de Sarah retentit, suivi d'un silence terrible. Frank était étendu, inerte, la tête ensanglantée où elle avait heurté une pierre décorative. Wolf fonça vers lui, le léchant, essayant même de le pousser du museau pour qu'il se redresse, avant de laisser échapper un long cri déchirant, mélange d'appel à l'aide et de détresse absolue. Sarah s'agenouilla, cherchant son pouls de sa main tremblante, ses larmes se mêlant à la pluie résiduelle. « Frank, reste avec moi, Frank !» parvint-elle à articuler, tandis qu'elle composait le numéro d'urgence. Les ambulanciers, alertés, arrivèrent en un temps record, mais ce délai parut interminable à Sarah. Ils stabilisèrent Frank, constatant un traumatisme crânien sévère. Wolf refusa d'abord de s'éloigner, mais, voyant Sarah en larmes, accepta enfin de reculer. « Madame, vous devriez nous suivre » murmura le chef des ambulanciers, le regard teinté d'une empathie professionnelle. « Oui, d'accord » fit Sarah, comme en état de choc, avant de se rappeler que Wolf restait planté là, frémissant. En ouvrant la portière de sa voiture, elle eut tout juste le temps de voir le berger allemand bondir sur la banquette arrière. D'ordinaire, si obéissant, il s'imposait sans permission. « C'est bon » souffla Sarah, l'esprit presque vide. « Tu viens, d'accord ?» Le neurochirurgien Alan Reynolds accueillit Sarah et Lisa, arrivés rapidement, dans un petit bureau annexe de l'hôpital, à l'abri des bruits de la salle d'opération. Cela faisait 6 heures que Frank y était entré pour une intervention d'urgence. Michael, le fils aîné, tentait de rejoindre la ville depuis Chicago. Le docteur Reynolds, un homme à la quarantaine bien avancé, portait les marques de longue garde sur son visage. Son ton se voulait mesuré, mais l'expérience lui avait appris comment annoncer de mauvaises nouvelles. « Madame Miller, votre mari a subi un traumatisme crânien très sérieux. Le choc contre la pierre a causé une forte hémorragie et un œdème cérébral. Nous avons tenté de réduire la pression intracrânienne. Il est pour l'instant dans le coma avec une activité cérébrale minimale. Nous ne pouvons pas prédire s'il se réveillera ou non. » Les doigts de Sarah s'étaient crispés sur ceux de Lisa. « Il peut se réveiller, n'est-ce pas ?» balbutia-t-elle. « C'est parfois possible, mais on doit se préparer au pire. Les séquelles peuvent être très lourdes, même s'il revient à la conscience. Parlez-lui, restez près de lui, mais comprenez qu'il est trop tôt pour un pronostic ferme. » Lisa, la gorge nouée, tenta d'obtenir des détails. Par indéfiniment, vous voulez dire des semaines, des années? Il arrive que des patients ne sortent jamais du coma, ou s'ils le font, leur personnalité, leurs souvenirs, tout peut être altéré. Un silence pesant tomba dans la pièce que le médecin brisa pour les informer de la suite. Nous allons l'observer de près, durant les 72 premières heures, ce sont les plus cruciales. Ensuite, on envisagera des soins de plus longue durée. Quand Sarah et Lisa découvrirent de Frank branché à une kyrielle de machine, le crâne bandé, elles furent frappées par cette paradoxale fragilité de l'homme qu'elles savaient si fort autrefois. Dans la chambre silencieuse, Sarah prit la main de Frank, retenant ses larmes par fierté, ou par peur de briser le peu d'espoir qui lui restait. « On est là, Frank, ne t'en fais pas », murmura-t-elle au milieu du bourdonnement mécanique. La première nuit, Wolf se montra incontrôlable dans les couloirs de l'unité de soins intensifs. Il refusait catégoriquement de partir, hurlant d'une voix si lugubre que plusieurs patients en furent troublés. Le règlement de l'hôpital interdit normalement la présence d'animaux, mais la direction se laissa fléchir devant l'évidence. Wolf ne lâcherait pas Frank. Les médecins autorisèrent alors, à titre exceptionnel, que le berger allemand voie son maître pendant de brefs moments, espérant ainsi l'apaiser. « Je n'ai jamais rien observé de semblable », confia une infirmière à une collègue. «
On a déjà eu des chiens accompagnant des patients, mais pas à ce niveau de dévotion. Peu à peu, l'état de Frank parut se stabiliser, assez pour qu'on le déplace de l'USI à une unité de long séjour. Il restait inconscient, vivant grâce à un respirateur et nourri par sonde. Son électroencéphalogramme affichait encore une grande platitude, hormis de timides sursauts que le docteur Reynolds mettait en garde de ne pas surestimer. Wolf, lui, venait chaque matin déposé par Sarah. Lorsqu'il ne pouvait être près de Frank, il stationnait dans le couloir, les yeux rivés sur la porte, acceptant à peine l'eau et la nourriture que lui proposaient quelques âmes compatissantes. Lisa, qui lisait des histoires à son père dans la chambre, voyait souvent la truffe de Wolf posée sur le rebord du lit, l'animal semblant guetter la moindre réaction d'un corps inanimé. « Il attend », dit un soir Lisa, la voix tremblante. « Il est convaincu que papa va se réveiller, et si c'était vrai ?» Après 6 mois de cette attente interminable, les médecins estimèrent que Frank avait peu de chances de s'éveiller. Les assurances refusaient de prolonger indéfiniment la couverture coûteuse de l'hôpital. La famille dut donc choisir, placer Frank dans un établissement spécialisé hors de prix ou le ramener à domicile avec un matériel médical onéreux et le soutien sporadique d'infirmiers à domicile. Dans une atmosphère lourde, ils se réunirent autour de la table familiale, la vaisselle du dîner encore posée, çà et là, personne n'ayant le cœur à débarrasser. Sarah, les traits tirés, lâcha à mi-voix « On pourrait vendre la maison, déménager vers un petit appartement près d'un centre adapté ». Michael, qui faisait l'aller-retour les week-ends depuis Chicago, hocha la tête, le front soucieux. « Maman, même si on vend, je doute que ça suffise. Les soins de longue durée, c'est ruineux. Papa n'aurait pas souhaité qu'on sacrifie tout. » Lisa, serrant les poings, rétorqua. « Oh, parce que laisser papa branché, c'est un sacrifice? Ou c'est un luxe? Il est dans le coma, oui, mais il est en vie. Wolf le sait. » Le ton monta. Michael, se passant une main dans les cheveux, essayait de garder un calme relatif. « Je l'aime autant que toi, Lisa. Mais on ne peut pas tout miser sur l'espoir. Les médecins sont formels. C'est un état végétatif. Il ne sent peut-être même pas notre présence. Tu n'en sais rien, craqua Lisa, la voix se brisant. Un couinement discret se fit alors entendre. Wolf se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard résolument dirigé vers Sarah, comme s'il percevait sa détresse. En silence, le chien vint poser sa truffe contre la jambe de la maîtresse de maison. Sarah, réprimant ses larmes, déclara « Il est hors de question qu'on arrête les soins. Je trouverai un moyen de payer. Frank aurait tout fait pour nous. On ne prendra aucune décision irréversible maintenant. » Les mois suivants, Sarah finit par prendre une retraite anticipée. Elle transforma le bureau de la maison en chambre médicalisée, installa un lit spécial, un respirateur, un moniteur de signes vitaux. Une infirmière à mi-temps, formée aux soins intensifs, passait épisodiquement l'aider et surveillait Frank, tout en lui apprenant à elle comment éviter les escarres ou gérer les paniques respiratoires. Dans cette nouvelle routine, Wolf montra une adaptabilité stupéfiante. Il savait quand s'écarter pour laisser travailler l'infirmière, il guettait les moindres changements dans les bips des machines et venait alerter Sarah s'il repérait la moindre anomalie. Avec le temps, cependant, l'épuisement devint tangible tant chez Sarah que chez Wolf. Le chien maigrit à vue d'œil, laissant apparaître ses côtes. Son pelage, auparavant luisant, s'orna de plaques grisonnantes, surtout autour du museau et des tempes. Sarah ajoutait parfois de la viande fraîche à ses croquettes, pour l'encourager à manger davantage, mais Wolf semblait n'accepter que le strict minimum avant de retourner monter la garde auprès de Frank. Lisa, qui rendait visite chaque fin de semaine, fut frappée par cette dévotion. « Il va se tuer à la tâche, maman. C'est comme s'il refusait de vivre pour lui-même tant que papa n'est pas revenu à lui. Je ne sais pas quoi faire. Il se laisserait mourir de faim plutôt que de quitter Frank. » Pendant que la famille luttait pour maintenir Frank à domicile, Thomas Wilson, un promoteur local, se mit à rôder autour de leur quartier. Il proposa à Sarah un rachat de la maison à un prix dérisoire, prétextant vouloir l'aider à alléger ses dettes médicales. D'abord courtois, il se fit de plus en plus persistant. Les impôts fonciers furent brusquement majorés. Des plaintes anonymes au syndicat de copropriété évoquèrent la végétation trop envahissante dans le jardin et des rumeurs surgirent sur un éventuel rezonage commercial du pâté de maison. Lisa accusa Wilson d'en être l'auteur, furieuse. Michael prêchait la prudence, expliquant qu'il n'avait aucune preuve et pas les moyens d'un long procès. Cette différence de point de vue accentua les tensions familiales déjà exacerbées par la situation de Frank. Au Noël suivant, la frustration de Michael explosa.
Lisa, ça fait bientôt 2 ans. Les chances de réveil après 24 mois de coma sont quasi nulles. Papa n'aurait pas voulu qu'on épuise toutes nos ressources pour le maintenir. Lisa, ulcérée, répondit « Donc on le débranche, c'est ça ?» Le grand frère qui vient juste 48 heures tous les 3 mois décide qu'on laisse maman et moi seuls avec tout ça et qu'on arrête de se battre. Wolf, sentant l'agressivité du ton, se mit à aboyer comme pour interrompre la dispute. Les 2 enfants coururent dans la chambre, trouvant Sarah penchée sur le respirateur qui affichait une alarme. Le courant avait brièvement sauté, réinitialisant les réglages. Wolf, haletant, avait perçu le problème avant tout le monde, alertant les humains qui débattaient au lieu de surveiller l'appareil. Une fois le calme revenu, Michael, incapable de supporter plus longtemps cette atmosphère, repartit. Wolf le regarda s'éloigner par la fenêtre, le regard semblant presque le juger, avant de retourner se poster près de Frank, dont le visage reposait toujours inexpressif sur l'oreiller. Ce jour-là, Sarah comprit à quel point la maison se fragilisait sous la double pression de la maladie de Frank et de la convoitise de Wilson. Pourtant, tout comme Wolf, elle n'était pas prête à baisser les bras. Lorsque la 2e année fut sur le point de s'achever, le docteur Reynolds organisa un grand bilan global de l'état de Frank. 20 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, un délai jugé crucial pour évaluer l'éventuelle progression d'un patient dans le coma. Sarah, déterminée à ce que Frank se présente sous son meilleur jour, s'appliqua avec un soin méticuleux. Elle lui lava les cheveux, rasa les quelques repousses irrégulières et lui fit enfiler une chemise propre plutôt qu'une simple blouse d'hôpital. Elle coupa également sa barbe, devenue hirsute après tant de mois. Il aimait toujours avoir l'air soigné, expliqua-t-elle à Lisa, qui l'aidait à habiller son père. Il ne voudrait pas qu'on le voie négligé. En retrait, Wolf observait la scène comme s'il comprenait la signification du jour. Ses oreilles se dressaient attentivement au moindre mouvement de Frank. Lorsque l'ambulance arriva pour le transporter à l'hôpital, le personnel constata l'attitude étonnamment protectrice du berger allemand. Chaque fois qu'on déplaçait Frank, Wolf se plaçait juste à côté, fixant les gestes de près, comme un superviseur silencieux. « C'est toujours comme ça ?» demanda l'un des ambulanciers, inquiet de la réaction du chien. « Oui » répondit Sarah. « Il ne se met jamais en danger, mais il n'accepte pas d'être séparé trop longtemps de Frank. » Finalement, face à la docilité rigoureuse de Wolf, on autorisa le chien à monter avec eux, après vérification que cela ne dérangerait pas les autres patients. L'hôpital Mémorial connaissait déjà bien cette situation hors norme, tant l'histoire de Frank et Wolf avait circulé dans les couloirs. Arrivé dans le service de neurologie, Frank subit une batterie de tests, élévation des paupières pour observer les réflexes pupillaires, stimulation sensorielle pour repérer d'éventuels clignements, enregistrement d'électroencéphalogrammes, etc. Wolf, posté contre le mur, ne quittait pas Frank des yeux, et à chaque manipulation, on voyait dans le regard du chien une tension mêlée d'un espoir tenace. Ensuite, le docteur Reynolds convia Sarah et Lisa à venir discuter en privé dans son bureau. Wolf les suivit discrètement, s'allongeant près de la chaise de Sarah. « J'ai passé en revue tous les résultats », annonça le médecin, l'air grave. « En comparant avec les précédents bilans, je constate de très légers changements dans certains signaux cérébraux de Frank, mais pas assez pour être qualifié d'amélioration significative. » Sarah sentit son cœur se serrer. Concrètement, ça veut dire quoi pour ses chances de revenir ? Le docteur Reynolds prit le temps de choisir ses mots. Après près de 2 ans de coma, on parle généralement d'un état végétatif persistant. Dans le cas de Frank, les zones d'activité repérées sont minimes et dénotent plus de fonctions automatiques que d'activités conscientes. Lisa tenta de garder son calme. On a pourtant déjà vu des cas de gens qui se réveillent après plus de temps que ça, non ? Oui, dans des scénarios rarissimes. Et généralement, on observe des signes avant-coureurs positifs. Pour être franc, je ne les vois pas chez votre père. Wolf, resté silencieux, leva soudain la tête comme pour contredire le médecin. Un grondement sourd monta de sa gorge, un son exprimant un désaccord presque humain. Le docteur Reynolds expira doucement, conscient du paradoxe. « Je comprends votre amour pour Frank. J'ai vu combien ce chien l'aime et inversement. Mais un moment viendra où nous devrons discuter de la qualité de vie et de ce qui est médicalement approprié. La poursuite de soins intensifs dans un tel contexte peut s'avérer futile et coûteuse. » Sarah se raidit. « Docteur, vous suggérez qu'on arrête, qu'on le laisse mourir ? Je suggère qu'on examine l'option de soins palliatifs, au sens où l'on ne cherche plus l'agressivité thérapeutique à tout prix. Peut-être que Frank lui-même n'aurait pas voulu vivre ainsi. » À ces mots,
Wolf se dressa brusquement, sa queue et ses oreilles tendues, comme s'il refuserait à jamais cette idée. Son grondement s'intensifia, mais restait contenu. Sarah posa la main sur la nuque de l'animal pour le calmer. « Je sais qui est Frank Miller, dit-elle, son regard bravement fixé sur le médecin. C'est un battant. Il ne m'a jamais laissé tomber et je ne le lâcherai pas non plus. » Le trajet du retour fut pesant. Lisa conduisait, Sarah fixait le paysage et Wolf, installé sur la banquette arrière, sentit sans doute toute l'angoisse de ses compagnes. « Maman, finit par dire Lisa, si tu veux continuer à te battre, je suis avec toi. Mais financièrement, comment allons-nous tenir ? Peut-être que je peux reprendre des petits remplacements dans l'éducation nationale et on ajustera au fur et à mesure. Et Wilson, il ne nous lâchera pas, lui non plus. Je m'en fiche, je ne compte pas céder la maison. Frank ne pardonnerait jamais de la vendre à un type pareil. » En se garant, elles aperçurent furtivement une silhouette qui s'éloignait près de la clôture, se faufilant vers une voiture stationnée plus loin. Lisa fronça les sourcils. « C'était Wilson, tu crois ? Qu'est-ce qu'il fabrique encore à rôder ?» Sarah, trop fatiguée, ne répondit pas. Son premier réflexe fut de veiller à ce que Frank soit bien réinstallé, reconnecté aux appareils, sous la surveillance toujours vigilante de Wolf. Cette nuit-là, incapable de dormir, Sarah resta près de son mari, contemplant la lente respiration artificielle qui soulevait sa poitrine. Wolf, allongé sous le lit, observait aussi. « Tu le sens toi aussi, n'est-ce pas, qu'il est toujours là, quelque part dans son esprit, à lutter » murmura-t-elle au chien. Wolf répondit d'un léger battement de queue comme pour approuver. « On ne laissera pas tomber, même si les médecins doutent, même si Michael trouve cela imprudent, nous, on sait mieux. » Personne ne soupçonnait alors qu'une réunion du comité d'éthique hospitalier s'organisait déjà pour trancher sur la question de la fin de vie de Frank Miller, ni que Thomas Wilson peaufinait dans l'ombre son plan pour racheter la propriété à bas prix. Un mardi matin, Sarah découvrit dans sa boîte aux lettres un pli officiel, orné du logo de l'hôpital Mémorial. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Elle parcourut le texte jusqu'à la phrase qui lui coupa le souffle. Le comité d'éthique recommande de passer à des mesures de confort au vu de la stagnation de l'état de M. Miller depuis plus de 24 mois. Le maintien de la réanimation peut ne pas correspondre aux bonnes pratiques de dignité du patient. Une date était fixée le vendredi à 14h pour discuter d'un plan de fin de vie. Il lui restait 3 jours pour se préparer à la possibilité qu'on lui propose officiellement de débrancher Frank. Wolf, somnolent au pied de Frank, sentit immédiatement la détresse de Sarah. Il leva la tête, plissa les yeux. Sarah s'affala sur la chaise, tenant la lettre froissée dans sa main. « Ils veulent renoncer, Frank. Ils appellent ça la dignité, mais c'est une affaire de statistiques et de sous. 2 ans, c'est juste un chiffre, ça ne veut pas dire que tu es perdu. » Elle caressa la tête de Wolf qui se leva et posa son museau grisonnant sur ses genoux en signe de solidarité. « On ne les laissera pas faire, tu m'entends ? On ne t'abandonnera pas, » continua-t-elle, la voix brisée par les larmes. Immédiatement, elle appela Lisa, qui réagit avec une rage indignée. Michael, plus difficile à joindre, ne rappela que tard dans la soirée. « Maman, il faut peut-être écouter les médecins. Ils ne prennent pas ce genre de décision à la légère. Tu n'es pas là pour voir ce que voit Wolf. Il le ressent. Maman, je sais que tu crois au lien avec ce chien, mais il n'y a pas que Wolf. Je vois que Frank respire, qu'il a des tressaillements. Il n'est pas mort. » Un long silence, puis Michael soupira. « Je prends un vol jeudi soir. On verra ça ensemble vendredi. » Sarah n'osa plus rien ajouter. Elle sentait confusément qu'il venait pour la convaincre de lâcher prise, pas pour la soutenir. Le lendemain, Thomas Wilson réapparut encore, à 10h précises, garant sa berline noire dans l'allée. Son souci de l'élégance contrastait avec l'air dévasté de Sarah quand elle ouvrit la porte. Wolf, à ses côtés, laissa échapper un grondement. « Madame Miller, j'ai appris que l'hôpital conseillait d'arrêter les soins. Je compatis à votre douleur, déclara-t-il d'un ton étudié. Comme je vous l'ai déjà proposé, j'ai un dossier tout prêt pour racheter votre maison. Ainsi, vous pourriez faire face aux factures médicales et... Comment êtes-vous au courant de ça ? Le coupa Sarah, glaciale. Ce sont des informations privées. Vous savez, dans une petite ville, les rumeurs circulent vite. Je ne veux que votre bien. Ce formulaire vous offre un prix très correct au vu de la situation. Il tenta un sourire compatissant sans réussir à masquer une lueur de convoitise dans son regard. « Partez » siffla Sarah, la main sur le col de Wolf. « Je ne signe rien. Pas aujourd'hui. Pas demain. Jamais. Vous commettez une erreur. Les dettes ne vont pas s'envoler. Pensez à votre avenir, Madame Miller. » La rage de Sarah monta. « Dégagez de chez moi ou je laisse Wolf vous montrer comment on traite les intrus. » Le promoteur s'éloigna en marmonnant qu'il reviendrait.
Sarah, les jambes coupées, ça fait ça en lassant le cou de Wolf. Il nous prendra tous si on y prend garde, mais d'abord, on doit sauver Frank. Jeudi soir, sous un déluge orageux, Michael arriva enfin. Sarah resta auprès de Frank, les yeux rivés sur les éclairs qui fendaient le ciel, tandis que Lisa partit le chercher à l'aéroport. Lorsqu'ils revinrent, la maison semblait imprégnée d'une tension palpable. Au dîner, personne n'osa prononcer les mots « arrêt des soins », mais chacun y pensait. Après le repas, Michael demanda à rester seul avec son père. Sarah céda, sortant avec Lisa sur la terrasse, un mug de thé fumant qu'elle ne but pas. À travers la vitre, elle voyait Michael assis près de Frank, lui parlant à voix basse. Wolf était couché à l'autre bout du lit, jetant de temps à autre un regard méfiant à Michael. « Tu crois qu'il va se ranger du côté des médecins ?» murmura Lisa. « Il veut me protéger, Lisa. Il pense que c'est trop lourd financièrement et que je m'illusionne. Ce n'est pas de l'illusion, on ne délire pas. On sent que papa est là. J'ai lu des articles. Il peut y avoir des sursauts dits tardifs. »« Oui, » répondit Sarah, même si l'angoisse la rongeait. Le lendemain matin, personne n'avait bien dormi, Wolf encore moins. Il arpentait la chambre, fixant Frank, puis la porte, retournant vers Frank, la truffe frémissante, comme s'il savait qu'on s'apprêtait à décider du sort de son maître. À midi, l'ambulance arriva pour conduire Frank à l'hôpital, où l'attendait le comité d'éthique. Wolf, d'abord survolté, se laissa finalement convaincre de les accompagner sans résistance. Sarah, Lisa et Michael suivirent en voiture. En arrivant, le docteur Reynolds eut un air compatissant. « Chambre 312, le comité vous rejoindra à 14 heures. Vous avez un peu de temps pour vous préparer. » Ils s'installèrent dans la vaste pièce équipée d'une table de réunion. Pendant que Frank était raccordé aux appareils, Wolf restait au bout du lit, surveillant chaque geste des infirmiers. Une fois Frank stabilisé, le personnel sortit, laissant la famille et le chien seuls dans ce lieu quasi chirurgical. Peu avant 14 heures, Wolf devint plus nerveux. Il se mit à gémir doucement, à aller de la porte au lit de Frank, comme pour avertir d'un danger imminent. Michael, qui marchait de long en large, cessa son manège. « Qu'est-ce qu'il a ?» Il est comme affolé. Avant que Sarah ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le docteur Reynolds reparut escortant plusieurs personnes en tenue professionnelle, les membres du comité d'éthique. Ils affichèrent eux tous une mine de gravité. Wolf se raidit aussitôt, se plaçant devant le lit de Frank comme un garde du corps. Un grondement monta de sa poitrine. « Madame Miller, il faut calmer votre chien », conseilla fermement le docteur Reynolds. Sarah posa une main apaisante sur le dos de l'animal. « Ça va aller, Wolf ». Une femme se présenta comme le docteur Helena Simmons, responsable du comité. « Madame Miller, nous comprenons la difficulté de cette situation, mais il faut parler de l'état de votre mari et de la proposition médicale qui s'impose. » Un collègue de Simmons s'approcha du lit pour consulter le dossier accroché. Immédiatement, Wolf grogna plus fort, dévoilant ses crocs. « On devrait peut-être faire sortir ce chien », suggéra l'homme nerveux. « Non, Wolf reste. Il est aux côtés de Frank depuis 2 ans. » trancha Sarah. Les membres du comité se regroupèrent autour de la table, invitant la famille à s'asseoir. Mais Sarah hésitait à s'éloigner de Frank et Wolf ne bougeait pas d'un pouce. Pendant que le comité discutait chiffres et pronostics, le docteur Carroll, l'un des experts, entreprit d'ajuster légèrement le respirateur de Frank pour un test de réflexe. Cela bascula en une fraction de seconde. Voyant le médecin manipuler le tube respiratoire qui entrait dans la gorge de Frank, Wolf crut que cet homme faisait du mal à son maître. D'un bond, il se jeta sur le bras du docteur, le serrant à travers la blouse, mais sans transpercer la peau. « Wolf, non !» s'écria Sarah, se ruant pour écarter le chien. Ce fut la cohue. Le docteur Carroll recula, bousculant une potence de perfusion. Une infirmière, affolée, pressa le bouton d'urgence. 2 agents de sécurité déboulèrent, mains sur leur matraque. « Ne lui faites pas de mal !» cria Lisa. « Il protège juste Frank !» Wolf lâcha le bras du docteur et retourna aussitôt auprès de Frank, dressé, la gueule ouverte, prêt à défendre son maître. « Cet animal est dangereux. Il faut l'éloigner tout de suite !» s'insurgea le docteur Simmons, perdant son calme d'habitude. « Il a cru que vous agressiez Frank. Ce chien est entraîné à protéger son partenaire », expliqua Sarah en serrant Wolf pour le calmer. Le docteur Reynolds, lui, habitué aux crises d'angoisse, garda la tête froide. « Détendez-vous tous. Personne ne bouge. Madame Miller, calmez votre chien. Nous n'allons pas intervenir s'il n'y a plus de danger. » Progressivement, le silence revint. Le docteur Carroll, son bras endolori, se recula prudemment. Sarah s'excusa d'une voix blanche. « Il veille sur Frank depuis 2 ans.
Jamais il n'a attaqué qui que ce soit. Il a interprété votre geste comme une menace. La docteure Simmons tenta de réajuster ses lunettes. Soyons clairs, si on ne peut pas faire les soins sans risque de morsure, c'est un problème. Cette situation nous alerte d'autant plus. Les soins à domicile. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que Wolf, jusqu'ici sur la défensive, tourna brusquement la tête vers Frank. Son attitude changea du tout au tout. L'agressivité laissa place à une sorte d'attention fascinée. « Wolf » murmura Sarah intriguée. Elle suivit le regard du chien et vit l'écran du moniteur cérébral. Depuis des mois, la ligne presque plate n'avait presque pas varié. Or, une légère oscillation apparut comme un sursaut. Wolf posa alors ses 2 pattes sur le rebord du lit, puis, chose extraordinaire, effleura de son museau la main de Frank. Leurs yeux s'écarquillèrent quand la main de Frank bougea faiblement. Un frémissement presque imperceptible, mais bel et bien volontaire. « Frank !» s'écria Sarah, la voix tremblante. « Tu m'entends ?» Tous se figèrent. Dans un silence absolu, Wolf recommença. Il frotta doucement sa truffe contre les doigts de Frank. Celui-ci, de nouveau, contracta légèrement son index. Le docteur Reynolds s'approcha, l'air stupéfait. « Monsieur Miller ?» Frank question-marque. « Est-ce que vous percevez quelque chose ?» Les capteurs cardiaques s'animèrent, la respiration montra un effort propre, et les tracés neuronaux se mirent à fluctuer plus nettement. Peu à peu, les paupières de Frank tressaillirent. Puis il ouvrit les yeux sur un monde qu'il n'avait pas vu depuis 2 ans. Ses pupilles, d'abord perdues, se posèrent sur Wolf, dont la queue s'agitait tout doucement, comme s'il n'osait pas encore croire à ce miracle. Dans un souffle à peine audible, Frank essaya de parler malgré le tube. Sa main s'éleva péniblement vers la tête du chien. Lisa se mit à sangloter. « Papa, papa !» La médecine avait déclaré qu'il n'y avait presque plus d'espoir. Pourtant, la volonté de vivre de Frank venait de démentir toutes les statistiques. Personne ne remarqua dans l'exaltation générale que Wolf, après ce dernier acte de dévotion, était parcouru d'un discret frisson de fatigue. Les jours suivants furent un tourbillon. Frank était bel et bien sorti du coma mais restait fragilisé. Ses muscles avaient fondu, sa voix était rauque, et son esprit mettait du temps à réintégrer le présent. Pourtant, il progressait à une vitesse que beaucoup jugeaient extraordinaire après 2 ans d'inconscience. Peu après avoir stabilisé sa respiration, on put retirer son respirateur. Il parle alors pour la première fois d'un timbre encore brisé. « Sarah !» Sarah dormait à moitié dans le fauteuil au pied du lit. Wolf roulait en boule près d'elle. Ils se réveillèrent en sursaut. En voyant Frank tenter de prononcer son nom, Sarah éclata en larmes, Wolf remuant la queue faiblement. Le docteur Reynolds rappela la famille d'y aller à la prudence. Une telle convalescence sera très longue. Il peut y avoir des handicaps durables. Frank peut avoir besoin d'aide pour marcher, parler, se souvenir, mais chaque petite victoire soulevait un enthousiasme digne d'un miracle. Frank arriva à tenir une cuillère, à tourner la tête pour répondre aux stimuli, puis à former des phrases simples. Wolf le regardait comme pour l'encourager, posant souvent son museau sur la main de Frank, ce qui semblait le stimuler davantage. En parallèle, on remarqua que Wolf présentait des signes de plus en plus inquiétants. Il mangeait moins, se déplaçait plus lentement, et il lui arrivait même de somnoler là où, jadis, il restait infatigable. Lisa s'en inquiéta. « Il a l'air épuisé, maman. Il a tenu le coup durant 2 ans et maintenant qu'il a rempli sa mission, j'ai peur qu'il s'effondre. » Sarah acquiesça, les yeux humides. « Il faut voir le vétérinaire sur place. Je ne veux pas le séparer de Frank, mais on doit vérifier son état. » La vétérinaire, la docteure Morales, vint examiner Wolf discrètement dans la chambre. Après l'auscultation, elle expliqua à Sarah en aparté « Son cœur montre des faiblesses. C'est assez commun chez les bergers allemands âgés, surtout après un stress prolongé. Je peux prescrire des cachets, mais... » Elle hésita. « Vous savez, certains chiens policiers ont un instinct de mission. Quand ils estiment leur tâche accomplie, ils laissent la nature suivre son cours. » Sarah retint un sanglot. Wolf ne partira pas. Frank a besoin de lui. Pourtant, Wolf semblait déjà avoir tout donné. 5 jours après le réveil de Frank, le docteur Richardson, spécialiste en neurologie, prit le relais du docteur Reynolds, devenu consultant. Les analyses cognitives révélèrent que Frank avait conservé l'essentiel de sa mémoire à long terme, se rappelant même de détails sur ses anciennes interventions policières. À la surprise générale, il était également capable de décrire certaines perceptions du monde extérieur pendant son coma. Sarah et Lisa écoutaient bouleversées, tandis que Frank expliquait d'une voix encore fragile « Je n'étais pas parti. C'était comme être sous l'eau. Tout me paraissait étouffé, distant. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Mais je sentais parfois la présence de gens, et surtout
Wolf. Il était la chaleur, la lumière qui perçait ce noir. Chaque fois qu'il gémissait, ça me parvenait comme un écho me disant « Tiens bon ». Le docteur Richardson nota fébrilement ses propos, parlant d'un phénomène rare où certains patients conscients sont prisonniers de leur corps. Voilà pourquoi on recommande aux proches de parler aux comateux. On ignore ce qu'ils entendent. Dans votre cas, Wolf a peut-être joué un rôle déterminant. Frank hocha la tête, son regard se perdant vers la fenêtre. « Oui, il m'a littéralement ramené. » Puis après un silence, il ajouta « Je me souviens d'une autre chose. Thomas Wilson, il venait chez nous ?» Lisa et Sarah échangèrent un regard. « Tu l'as perçu ?» s'étonna Sarah. « Pas clairement, mais je sentais une menace. Quelqu'un qui voulait la maison, et toi, tu étais inquiète. » Sarah confirma que Wilson avait tout fait pour leur racheter la propriété à bas prix, multipliant intimidation et tracas administratifs. Frank fronça les sourcils. « Je ne lui fais pas confiance. J'ai même un souvenir diffus. Avant ma chute, l'échelle paraissait bizarre. J'ai cru sentir qu'elle était trafiquée. Mais c'est flou. » À ce moment, Michael arriva avec un dossier et un tube en carton, l'air grave. « Papa, je crois que tu as raison sur Wilson. J'ai entrepris mes propres recherches. » Il étala plusieurs documents, des extraits de journaux, des actes de propriété, des relevés de commerce. Ce type a un schéma. Il s'empare de maisons de gens en difficulté, faillites, accidents, etc. et les revend à gros profit. Des accidents suspects sont survenus avant que les propriétaires n'acceptent aussi de vendre. Une fuite de gaz ici, un escalier qui cède là, sans qu'on puisse le lier formellement à lui. Frank, dont l'instinct policier se réveillait, blêmit. Il est possible qu'il ait saboté mon échelle. On ne pourra sans doute pas le prouver légalement, admit Michael, mais il ne sait pas que tu es réveillé. Ça peut jouer en notre faveur. Richardson, toujours présente, les mit en garde. Frank, votre priorité est votre rééducation. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un combat intense maintenant. Mais Frank avait déjà cette lueur déterminée dans les yeux, celle d'un enquêteur qui refuse de lâcher. Une fois les médecins partis, Frank demanda qu'on l'aide à se redresser dans son lit. Lisa et Michael l'entourèrent, tandis que Wolf se levant lourdement pour se rapprocher de lui, posant la tête sur la jambe de Frank. « On doit piéger Wilson, déclara Frank, qu'il ignore mon réveil. On fait comme si j'étais toujours inconscient, pour qu'il baisse sa garde et avoue peut-être ce qu'il a fait. »« Frank, tu viens à peine de renaître, » s'alarma Sarah. « Il faut que tu te reposes. Si je ne fais rien, il s'en prendra à toi ou à la maison, ou il trouvera un autre moyen de nous nuire. Je ne le laisserai pas détruire notre foyer. » Michael, avocat, proposa alors son aide. « J'ai un contact au bureau du procureur du comté, Jason Mercer. Je peux le mettre dans le coup. Si on enregistre Wilson reconnaissant ses actes, ça peut suffire à l'arrêter. » Lisa se tourna vers Sarah, inquiète. « C'est risqué. Il peut deviner la supercherie. »« Il est trop arrogant pour se méfier, » répliqua Frank. « Il nous croit désespérés. Profitons de ça. » Aucun d'eux ne remarqua alors que Wolf, secoué par la fatigue, s'était rassis, le souffle un peu court. Il avait servi Frank jusqu'au bout de ses forces. 3 semaines plus tard, tout était en place. Wilson fut invité à l'hôpital, persuadé qu'on débranchait Frank et que Sarah, ruinée et épuisée, allait enfin signer l'acte de vente. Le matin, un bouquet de lys à la main et un dossier sous le bras, Thomas Wilson pénétra dans l'hôpital, arborant un air de fausse compassion. Dans le couloir, il tomba sur Michael, qui joua la comédie d'une tristesse profonde. « Monsieur Miller, je pensais trouver votre mère seule. Elle ne se sent pas la force, alors elle m'a demandé de régler la paperasse. » Michael baissa la voix. « Papa, c'est fini, les médecins ont débranché le respirateur, il ne tient plus que par un fil. » Wilson hocha la tête d'un air qu'il voulait digne, mais un bref éclair de satisfaction illumina son regard. « Bien sûr, la décision est douloureuse, mais ça vous soulagera sans doute sur le plan financier. » Ils entrèrent dans la chambre. Frank était allongé, les yeux fermés, juste un tuyau nasal d'oxygène pour donner le change. Sarah, assise près de lui, avait le visage marqué par des larmes sincères. Wolf, au pied du lit, paraissait recroquevillé. Son regard suivit Wilson, mais il ne bougea pas. « Madame Miller, je n'ai pas de mots pour décrire la peine que je ressens, » déclara Wilson en posant théâtralement son bouquet. « Nous pouvons attendre un peu, si vous voulez. »« Non, autant tout régler. » soupira Sarah d'un ton las. Lisa, discrètement dans un coin, tenait un petit enregistreur dans sa poche pendant que, dans le couloir, Jason Mercer, substitut du procureur, écoutait via un dispositif audio prêt à intervenir.
Le médecin dit qu'il ne tiendra pas la journée, gémit Sarah. Vous comprenez, ce n'est plus vraiment une vie. Et cette chute, jamais je n'aurais cru que l'échelle puisse faillir comme ça. Wilson esquissa un sourire contrit. La faute a pas de chance, les équipements vieillissent. Parfois, des accidents se produisent. De son côté, Frank fit mine de rester inerte, même si un léger mouvement de ses doigts trahissait une tension. Wolf leva la tête comme pour examiner Wilson de plus près. Alors, Madame Miller, reprit le promoteur, ouvrant son dossier, voici l'acte de vente. Le prix est généreux compte tenu des circonstances. Le regard de Sarah se glaça. Les circonstances étant l'accident opportun de mon mari, n'est-ce pas? Non, voyons. Ce n'est pas ainsi que je le formulerai, répondit Wilson, un rien décontenancé. Il se pencha vers Frank, remarquant un léger frémissement. Qu'est-ce que... Il bouge, ce n'est pas possible. Il était... D'un geste théâtral, Frank ouvrit les yeux et parla d'une voix ténue, mais claire. Accident, hein, tu en es sûr? Pris de court, Wilson recula renversant le vase de lys. Mais c'est impossible. Vous étiez dans le coma pendant 2 ans, oui. J'ai entendu pas mal de choses, dont tes allées et venues. Jason Mercer choisit ce moment pour apparaître à la porte, accompagné de 2 policiers. Thomas Wilson, nous voudrions vous interroger sur la chute de M. Miller et vos précédentes acquisitions immobilières. Wilson blêmit. C'est absurde. Je n'ai rien fait. Vous n'avez aucune preuve. Frank, redressant lentement son buste, retrouva un éclat de son instinct d'officier. C'est drôle, personne n'a parlé de sabotage, c'est toi qui viens de l'évoquer. Wolf, puisant dans ses dernières forces, se releva pour se placer devant Wilson, lui coupant la route. Bien qu'affaibli, le berger allemand demeurait un chien policier entraîné. Sa posture dissuada Wilson de tenter la fuite. Michael ajouta « Nous avons ta voix sur des enregistrements où tu parles de la chute de papa comme d'une chance. Et plusieurs témoins dans tes autres dossiers commencent à parler d'incidents suspects. » À cet instant, les policiers passèrent les menottes à un Wilson hagard qui clama son innocence. On l'emmena hors de la chambre, son regard se posant une dernière fois sur Wolf, ce chien qui venait de lui ravir son triomphe. Dans le calme qui suivit, la famille se réunit autour de Frank. Ils avaient gagné, Wilson serait inculpé pour tentative de meurtre et fraude, laissée en plus à l'enquête. Les preuves récoltées et le témoignage de Frank suffiraient à enclencher la machine judiciaire. « C'est terminé », souffla Lisa, se penchant pour étreindre son père. Frank, le visage pâle mais serein, baissa les yeux vers Wolf, couché sur le flanc, à bout de force. « Mon vieux compagnon, tu as encore sauvé ma vie. » Les semaines qui suivirent furent marquées par la rééducation intense de Frank, qui reprit petit à petit la station debout, puis la marche avec un déambulateur. Chaque petit pas constituait une victoire. Wilson, quant à lui, fit rapidement l'objet de multiples plaintes de familles qui l'avaient escroqué. Son empire immobilier s'effondra, et plusieurs de ses ex-associés collaborèrent avec la justice pour alléger leur propre sort. Mais alors que l'état de Frank s'améliorait, celui de Wolf empirait silencieusement. Sarah voyait bien la lassitude grandir dans chaque mouvement du chien. Lisa multipliait les remarques. Son pelage est plus terne, il mange de moins en moins, et même Michael, quoique sceptique au départ, constata que Wolf semblait littéralement payer le prix de sa loyauté sans faille. 6 semaines après le réveil de Frank, un matin d'automne, toute la famille se réunit dans le jardin sous l'érable dont les feuilles avaient enfin pris la couleur rouge que Frank aimait tant. Frank, marchant avec une canne, s'installa sur une chaise près de Wolf, installé sur une couverture. « Je ne t'ai jamais raconté mes rêves pendant le coma, dit-il, la voix nouée, caressant le museau grisonnant du berger allemand. C'était un endroit sombre où je n'arrivais pas à me repérer. Mais j'y sentais ta présence, comme un feu de camp dans la nuit. Sans un mot, tu me disais « Tiens bon ». Wolf, dont le regard était devenu un peu voilé, fixa Frank avec un amour entier. Un dernier battement de queue, lent mais net. Sarah, Lisa et Michael se tenaient à quelques pas, tentant de retenir leurs sanglots. « Il ne t'a jamais quitté », murmura Sarah. « Non, et je ne le quitterai pas maintenant », promit Frank, poursuivant ses caresses. Le soleil de l'après-midi jouait à travers les feuilles rouges, projetant une lumière chaude sur la scène. Wolf posa la tête sur les genoux de Frank, ferma doucement les yeux et poussa un léger soupir. Son dernier. Il était parti en paix, sa mission pleinement accomplie, ayant tenu parole jusqu'au bout. Frank, bouleversé, le tint contre lui longtemps,
remerciant silencieusement ce compagnon extraordinaire qui avait défié la médecine comme les statistiques, tout cela par amour. Au printemps suivant, quand Frank eut retrouvé assez d'équilibre pour se passer de sa canne, la famille installa un simple banc en pierre au pied de l'érable rouge. Ils gravèrent une courte inscription, modeste par rapport à l'immensité de l'histoire. Wolf partenaire, protecteur, ami qui nous a appris que l'amour n'a pas besoin de mots. Chaque soir, Frank effectuait son tour de propriété. Non plus à 4h30 comme avant, mais avec la même rigueur. Après quoi, il s'asseyait sur ce banc, parfois parlant à voix haute, parfois en silence, se souvenant de tout ce que Wolf avait fait pour lui. Les voisins s'habituèrent à la silhouette de cet homme au port encore redressé, malgré la convalescence, qui passait toujours quelques minutes à effleurer la pierre gravée avant de rentrer. Et tout le voisinage finit par connaître l'histoire de Frank et de ce chien héros qui avait tenu 2 ans de veille. Comme si Wolf avait, par sa seule présence, repoussé les ténèbres pour rappeler son maître à la vie. Dans cette société où l'on a tôt fait de classer les gens selon leur productivité ou leur probabilité de guérison, le récit de Frank et Wolf brille comme un phare, rappelant que ni la médecine, ni la logique, ni même les chiffres ne peuvent tout expliquer. Wolf savait, d'un savoir silencieux et pourtant absolu, que son ami n'était pas parti. Il est resté, quand tout semblait perdu, défiant la fatigue, la tristesse et même l'âge, pour accomplir ce qu'aucun médicament ne pouvait faire, redonner à Frank la volonté de revenir au monde. Lorsque la vie nous confronte à la maladie, à la vieillesse ou à la solitude, souvenons-nous de cette histoire. N'abandonnons pas seulement parce que des statistiques ou des gens pressés de tourner la page nous y invitent. Il existe des liens qu'on ne peut briser et des miracles que seule la loyauté rend possible. Si vous traversez vous-même un moment où l'espoir s'effrite, songez à Wolf. Lui ne disposait ni de paroles, ni de preuves scientifiques, mais sa présence disait tout, tu en vaux la peine. Je reste tant que tu en as besoin. J'espère que cette histoire vous aura touché autant qu'elle m'a ému en la traduisant et en l'adaptant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains récits. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires.